Donc, on poursuit. Je vous montre d'autres exemples de salle à manger. Voilà. Alors ici, nous sommes dans une maison, si ma mémoire est bonne, à Herculanum. Donc, salle à manger d'été aussi, salle à manger en plein air ici. Et donc, ce qui est intéressant dans cette maison, c'est qu'on voit que les gens avaient commencé à refaire complètement la déco. Donc, on voit qu'à l'origine, les murs étaient recouverts de fresques. Et à chaque fois qu'ils avaient une grosse rentrée d'argent, ou en économisant, je ne sais pas, eh bien, ils refaisaient faire une partie du mur avec une mosaïque très chère en pâte de verre, ce qui permet d'avoir une mosaïque qui va refléter la lumière du soleil et être extrêmement brillante. Donc dans le fond, eh bien vous voyez une scène de chasse dans la partie supérieure avec sur les côtés deux niches qui servent à accueillir des statuettes, et au centre vous aviez une fontaine, et puis à droite vous avez une mosaïque qui est extrêmement célèbre qui représente le mariage de Poséidon et d'Amphitrite. Donc à gauche vous avez Poséidon, à droite vous avez Amphitrite. Je vais vous remontrer cette fresque euh, dans un instant. Et donc cette fresque, cette mosaïque dans un instant. Et donc vous avez au sol ce fameux lit en maçonnerie qui peut accueillir énormément de gens ici. D'accord. Donc les tables, l'histoire des tables, je vous l'ai dit, on a amené les tables avec les tables. Ok. Alors je vous montre cette mosaïque. Donc vous voyez qu'elle est très brillante puisqu'elle est en perles de verre, donc elle reflète bien la lumière du soleil. Elle a très bien résisté au temps. Qui représente le mariage de Poséidon à gauche et d'Amphitrite à droite, son épouse qui est une titanide, donc une femelle de géant. Voilà. Ici, une petite scène de banquet avec une courtisane, donc une prostituée de luxe. Vous voyez son vêtement typique et traditionnel. Donc, elle a la toga pula, cette espèce de toge jaune drapée autour de la taille, et au-dessus, un vêtement transparent. Vous avez son client qui est à droite, avec la petite table. On voit justement ici qu'on a amené une petite table avec très peu d'aliments dessus, et que cette table sera emportée par l'esclave que vous voyez en arrière-plan dès qu'ils auront fini de consommer, pour qu'on puisse en amener une autre. Je vous montre un autre exemple. C'est toujours la même chose. Bon, si vous regardez bien ici, c'est une scène qui est un peu cocasse. Donc on a une scène de banquet avec des hommes qui ont fait venir des courtisanes. Alors vous voyez ici un vêtement qui est peut-être plus proche de la réalité pour les courtisanes. Elles ont la toga pula, certes, mais vous voyez que le haut du corps est habillé. Elles n'ont pas de vêtements transparents. Donc voilà, ils sont là avec des courtisanes, ils pensent que tout va bien. Et blanc, quelqu'un rentre dans la pièce, peut-être la femme du propriétaire, qui fait une drôle de tête. Bon, voilà. Donc vous voyez quelle pouvait être l'ambiance de ces banquets, et vous voyez aussi que ces lits étaient garnis de coussins, de tissus qu'on emportait, qu'on lavait au fur et à mesure. Donc c'était quand même quelque chose qui était assez raffiné et confortable. Oui, alors, pour pouvoir passer à la suite et clôturer la leçon du jour, je vais vous remontrer le plan. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, en façade de la maison, vous avez des locaux de service. Alors, pourquoi locaux de service? Eh bien, ça va servir à entreposer les objets nécessaires à la maison, les provisions, des trucs comme ça, ou des locaux de service pour les esclaves. Il y aura aussi la loge du portier. Pourquoi est-ce qu'on n'habite pas dans ces premières pièces? Bien parce que les rues des villes romaines sont extrêmement bruyantes. Et donc, on peut rien faire dans ces pièces tellement c'est bruyant. Donc les Romains ont eu l'idée de concevoir des espèces de murs anti-bruit, c'est-à-dire que ces pièces-là ne vont avoir aucune ouverture donnant sur l'intérieur de la maison. Donc ça va faire deux murs anti-bruit qui vont se superposer et qui vont faire en sorte que dans la maison, finalement, il fasse relativement calme et silencieux. Alors ces locaux de service, donc à la fin de l'époque républicaine, on les a transformés en magasins. Donc pour rentabiliser, oui, j'ai oublié de vous dire aussi, dans les rues des villes romaines, euh, il faisait très bruyant jour et nuit, parce que on avait un code de la route qui était assez rigoureux et qui interdisait, pour éviter les embouteillages, au transport de matériaux de de, de sortir le jour. Ce qui veut dire que en fait la nuit, vous aviez tous les transports de matériaux avec les cris des hommes qui guidaient leurs bêtes, qui tiraient sur les harnachements de leurs bêtes pour les faire avancer, qui les cravachaient. Vous aviez les transports de poubelles aussi. Enfin, donc le jour comme la nuit, c'était extrêmement bruyant et intenable. Donc on avait vraiment besoin de ces murs anti-bruit. Et c'est pour ça que les Romains avaient des villas à la campagne aussi, quand ils étaient riches, pour pouvoir se reposer de tout ce bruit de temps en temps. Et pouvoir se lever aussi un petit peu plus tard. Bon, donc à la fin de l'époque républicaine, on va avoir l'idée de transformer ces pièces du devant de la maison en commerce, en magasin, alors qu'on va louer à des commerçants
ou dans lesquels on va vendre les propres marchandises produites dans ces domaines en mettant des esclaves ou des serviteurs pour tenir le commerce. Alors, je vous montre un petit peu à quoi ça pouvait ressembler. Donc, ces commerces, ben, c'est par exemple des fast-foods. Donc, les fast-foods, ce sont des tabernas, qui est donné en français le mot taverne. Donc, c'est-à-dire que vous aviez des espèces de comptoirs, comme ceci, des espèces de comptoirs avec des jarres dans le bar, hein, jarres qui contenaient ben, des aliments ou des boissons, soit au chaud, soit au frais. C'est-à-dire que vous pouviez avoir des charbons enflammés en dessous pour réchauffer, et d'autres bah, où il y avait rien et où donc ça maintenait froid. C'était fermé par des petits couvercles, et donc bah, vous pouviez y aller, vous payiez, puis selon ce que vous aviez payé, eh bien vous pouviez avoir un ravier qui contenait X portions. Voyez. Donc c'est vraiment beaucoup de gens n'avaient pas de cuisine chez eux puisque les pauvres n'en avaient pas les moyens et donc tout le monde allait manger dans ces trucs-là. C'était rapide, simple et rapide, un peu comme un bar à tapas en fait. Hein. D'accord. Donc je vous montre l'exemple. Vous pouviez avoir des boulangeries aussi. Vous voyez ici l'étalage, l'étal en bois avec le boulanger. Et donc vous voyez que le client bah, prend le pain que lui tend le boulanger. Donc des boulangeries. Alors on a retrouvé à Herculanum des pains fossilisés. Donc on sait que les pains ressemblaient vraiment à ça. Je vous en montrerai peut-être un exemple une autre fois. Mais on a retrouvé des pains fossilisés. Donc on sait que le boulanger a son pain et qu'en plus il imprime un sceau dans le pain pour qu'on voit qu'il vient de chez lui. Donc il faisait sa propre publicité comme ça si le pain était bon. Bon. Et puis dans l'entrée de la maison, donc vous avez des commerces de chaque côté de l'entrée, et puis vous avez l'entrée. La porte est constamment ouverte, c'est-à-dire qu'elle n'est pas fermée à clé. Durant la matinée, on la fermera à clé l'après-midi ou le soir, et on la barricadera. Et dans cette entrée, eh bien vous aviez tout d'abord une fresque ou une mosaïque qui vous indiquait de faire attention parce qu'il y avait généralement un chien de garde. Donc un chien de garde qui va être représenté sous forme de peinture ou de mosaïque. Celle-ci est très célèbre avec le célèbre en dessous Cave Canem, prenez garde au chien, prends garde au chien. Donc de l'impératif suivi de l'accusatif. Donc on connaît 3 ou 4 types de chiens dans l'Antiquité. Donc on a les chiens de garde qui sont des molosses, qui viennent d'ailleurs de. Je me demande s'ils ne viennent. Oh, je sais plus d'où viennent les molosses. Ils viennent peut-être de la région de Naples d'ailleurs. Hein. Puis vous avez les chiens de chasse qui sont produits en Gaule, qu'on élève en Gaule, ce sont des lévriers. Et puis vous avez les bichons, qui sont des chiens de compagnie qu'on connaît déjà dans l'Antiquité, qui sont vraiment des petits chiens d'intérieur. Ok. Donc là ici c'est un chien de garde, et donc les chiens de garde bah, étaient vraiment dans les maisons. Et on les lâchait pas la nuit, mais ils étaient là la nuit pour garder l'entrée de la maison. D'accord? Ou le soir. Bon, on a retrouvé vraiment énormément de fresques qui représentent cela. On a retrouvé des fresques et des mosaïques aussi qui représentent des chats. Donc ils connaissent déjà le chat, mais le chat de gouttière uniquement, et qui est plus ou moins domestiqué. Hein. Bon, vous voyez celui-ci, il ressemble pas vraiment à un chat, mais voilà. Et puis on a retrouvé aussi à Herculanum des chiens, à Pompéi pardon, des cadavres de chiens. Donc c'est-à-dire que à Pompéi, vous le savez, les corps se sont décomposés, mais ils ont tellement été recouverts rapidement par la poussière et les lapillis qui tombaient que parfois ils sont morts dans des positions de vie. Les seules personnes qu'on a retrouvées dans des positions les seuls êtres qu'on a retrouvés dans des positions très douloureuses, ce sont les animaux. Alors on n'a pas retrouvé de cadavres de chats, ni de cadavres de petits bichons, donc de chiens de compagnie ou de chiens de chasse, ni même de cadavres d'oiseaux. En fait, tous ces animaux-là se sont sauvés. Par contre, les seuls animaux qui n'ont pas pu se sauver, ben, ce sont les animaux de ferme, parce qu'ils étaient enfermés dans les étables et les écuries. Donc on a retrouvé des cadavres de chevaux, d'ânes, de vaches, de porcs, beaucoup de cadavres de porcs, et aussi, et dans les maisons riches, des cadavres de chiens de garde, qui eux sont morts dans des positions horribles, toujours dans cette position-ci, parce qu'en fait ils ont tellement voulu se sauver, qu'ils ont tiré tellement fort sur leur chaîne, qu'ils ont fini par mourir étranglés par leur propre collier. Et donc on les a toujours retrouvés dans cette position-là. Donc je vous l'ai déjà expliqué, hein, les corps se sont décomposés quelques semaines après avoir été recouverts par les poussières et les lapillis. La pluie qui est tombée pendant plusieurs semaines après l'éruption du Vésuve a fait se solidifier et se compacter cette poussière et ces lapillis. Et puis les corps s'étant décomposés à l'intérieur, quand au XVIIIe siècle on a commencé à retrouver des trous remplis d'ossements, de bijoux et de morceaux de tissu, à un moment donné, dans le courant du XIXe siècle, un Italien, un archéologue italien qui s'appelait Fiorelli, a eu l'idée de verser dedans du plâtre. Et c'est comme ça qu'on a eu des moulages très précis des corps des personnes. Alors on sait maintenant aussi que